Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier nos 4 sponsors sans qui ce baromètre sur la santé dans la profession comptable n'aurait pas pu voir le jour. Tout d'abord Malakoff Humanis, notre partenaire principal dans ce beau projet, mais aussi RCA, Absolus et France Défi. Merci à eux pour leur confiance et leur engagement pour prendre ensemble à bras-le-corps ce sujet de la santé et du bien-être dans la profession. Et maintenant, place à votre épisode. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, la santé dans les cabinets d'expertise comptable. On va parler de fatigue, de stress, de charge mentale et on va vous révéler les principales conclusions du baromètre santé 2025 sur la profession comptable que le CEG réalise avec Malakoff Humanis. Vous pouvez dès aujourd'hui retrouver l'intégralité de ce baromètre sur notre site web. On va vous mettre tous les liens en description. Et pour en parler, pour décrypter ce baromètre, ces messages clés, je suis ravie de recevoir François Monvoisin. Bonjour François. Bonjour Marine. Alors François, tu es responsable des relations extérieures chez Malakoff Humanis et comme je disais, Malakoff est partenaire du CEG sur ce baromètre. Est-ce que tu peux me dire en 2 mots ce que c'est que Malakoff Humanis, ce que vous faites ? En 2 mots, Malakoff Humanis, c'est un groupe de groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif. On est leader de la protection sociale. On propose des solutions santé, prévoyance, retraite et épargne, adaptées aux besoins des entreprises, des salariés et des retraités. On est fidèle à notre modèle redistributif, à savoir qu'on réinvestit l'ensemble des résultats au service de l'accès aux soins, de la prévention et de l'accompagnement des fragilités. On a une ambition qui est d'offrir une protection sociale complète, durable et utile à tous et de parler clair. Ok, super. Une belle entrée en matière. Et est-ce que tu peux nous dire, même si on va traiter ce sujet largement, mais de ton point de vue, quelle est l'ambition de ce baromètre qu'on a voulu réaliser ensemble, le CEG et Malakoff ? Bien sûr, l'ambition de ce baromètre, c'est de faire un état régulier de la santé des collaborateurs et des dirigeants de la profession des experts comptables, avec un focus sur la profession expert comptable. D'y croiser les résultats avec l'ensemble de nos baromètres, qu'on appelle des baromètres grand angle, qui sont justement interprofessionnels. Là, l'idée, c'est d'avoir ce focus sur la profession, de faire ressortir les points les plus saillants et spécifiques à la profession, et de les traiter de manière très pratico-pratique. Ouais. Exactement. Donc dans ce baromètre, on va mettre des solutions en avant de manière très concrète. Juste un petit zoom avant de se lancer dans les résultats sur les singularités de cette profession. Ça, c'est notamment ce qui est présenté par Jérôme Clarisse, donc qui est le président du CEG, dans son avant-propos. J'invite les auditeurs à le lire. Effectivement, c'est une profession qui est particulière. Avant d'attaquer le sujet de la santé et du bien-être, c'est une profession qui est marquée par une saisonnalité forte de son activité. Il y a une forte importance des délais aussi dans le rythme des cabinets. C'est aussi une profession qui est soumise à une réglementation qui peut être fluctuante et du coup qui nécessite de s'adapter régulièrement à des nouvelles règles. Le projet de loi de finances change chaque année et à chaque fois on découvre des subtilités nouvelles dans les cabinets qui nécessitent de s'adapter. Donc ça peut générer aussi une certaine couleur à la manière dont se passe le travail. Et c'est aussi une profession qui est fortement engagée au niveau de sa responsabilité. C'est un ordre qui est réglementé. Donc là-dessus, il y a une notion d'engagement qui est assez importante. On y reviendra. Et aussi, un dernier point qui est à ne pas négliger, c'est la très forte empathie que les cabinets, que la profession vit vis-à-vis de ses clients qui sont des chefs d'entreprise. Et il y a une forte relation d'empathie qui peut parfois faire que les problèmes du client deviennent un peu les problèmes des collaborateurs et des dirigeants, ou du moins ils ont l'impression que ça le devient. Et du coup, on a un fort engagement aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est peut-être important d'avoir tout ça en tête avant de se lancer dans ce sujet de la santé dans les cabinets, parce que c'est des données d'entrée qui sont certes perfectibles, mais qu'on ne pourra pas totalement gommer dans leur nature. La saisonnalité, les délais, la réglementation fluctuante, je pense qu'on ne peut pas complètement s'en affranchir. Et il faut plutôt partir sur des pistes d'amélioration pour permettre aux équipes de mieux vivre leur travail au quotidien et être plus épanouies.
Et donc, juste un petit focus sur la méthodologie de ce baromètre qu'on a mis en place ensemble. On a fait une enquête en ligne fin 2024, de novembre à décembre 2024, strictement anonyme, parce qu'on va voir dans les résultats qu'on parle de choses parfois très confidentielles. On parle de santé, on parle d'addiction, on parle de sommeil. Donc, on n'a pas voulu mettre nos répondants dans une difficulté et de les contraindre à nous révéler qui ils étaient. Donc, ils ont répondu dans le plus strict anonymat. On a eu près de 900 répondants qui ont participé avec une bonne représentation de gestionnaires de paye, près de 38% de gestionnaires de paye. Donc, on mettra plus de détails méthodologiques dans le focus, dans le détail de cet épisode. Et une dernière chose importante, c'est que 72% des répondants travaillent dans des cabinets de moins de 50 salariés. Donc, ça représente bien la topographie des cabinets aujourd'hui en France, qui sont majoritairement des cabinets de moins de 50 salariés, de petite taille. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on se lance dans les résultats ? Non, Marine, c'est bien cette méthode qui nous guide. L'idée, c'est de prendre les sujets de ce baromètre, qu'ils soient déjà existants, qu'ils soient naissants, qu'ils soient à naître, et voir comment on les craque, comment on fait avancer, et avec évidemment de la méthode et des solutions derrière, en toute humilité, mais en le faisant ensemble. Et je précise qu'on le refera tous les 2 ans. L'ambition, c'est de faire un baromètre qui sort tous les 2 ans. Donc là, on est en 2025. On se donne rendez-vous en 2027 pour le prochain, si t'es toujours OK. Tout à fait. Alors, premier point qu'on a en conclusion majeure de ce baromètre, c'est quand même qu'il y a un épuisement professionnel qui guette la profession comptable. On ressent la majorité des répondants nous ont témoigné d'une forte pression et d'un niveau de stress important au travail. Résultat, beaucoup souffrent de troubles de sommeil et aussi de symptômes physiques liés au stress ou adoptent des comportements addictifs. Donc la santé au travail mérite d'être considérée comme un enjeu majeur dans les années à venir dans la profession. La santé, elle est relativement correcte quand on regarde ça du point de vue d'une note. Elle est à 6,98 sur 10 pour la santé physique. Au niveau psychologique, c'est un peu en dessous, 6,49 sur 10, mais on est sur des données qui sont assez médianes, sans être catastrophiques. En revanche, on a quand même 56% des répondants qui travaillent en dehors des heures de bureau, 61% qui ressentent souvent, voire très régulièrement, une pression liée aux échéances, 92% qui sont sujets au stress au travail, 69%, je le disais, qui ressentent des symptômes liés au stress. Et alors ça, c'est un point important. Le stress, j'en parlais juste avant, là, il y a la donnée qui arrive. Le stress au travail génère des comportements addictifs chez 43% des répondants dans la profession. Par comportement addictif, ça peut aller du simple, entre guillemets, grignotage ou alors à la consommation de café, tabac, jusqu'à la consommation d'alcool. On a dans le détail du baromètre aussi l'effet de ce stress sur la consommation d'alcool dans les cabinets. Et au niveau du sommeil, 71% pensent régulièrement au travail la nuit, ce qui perturbe leur sommeil. Et ça, c'est un point quand même pas négligeable. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces données quand on se les partage comme ça de prime abord ? L'épuisement professionnel, c'est un sujet croissant dans bon nombre de secteurs. On voit bien que c'est un enjeu spécifique à la profession et Jérôme Clarisse l'a rappelé dans son introduction, avec son mode de fonctionnement spécifique, une profession réglementée, des délais et des saisonnalités relativement fortes. Ce qui est important pour nous, c'est de voir justement comment on va traiter petit à petit ce que tu viens d'évoquer, à savoir le traitement des addictions, le sommeil. Je sais qu'on va probablement, en tout cas il y a des fortes demandes, on voit bien que 71% sont dérangés la nuit, n'ont pas un sommeil calme, donc il va falloir probablement réapprendre à s'endormir, à bien dormir, puisqu'on voit bien que l'équilibre vie pro, vie perso est important et il vient perturber jusqu'aux nuits des collaborateurs et des experts comptables. Donc ça, c'est un sujet là aussi qu'on va traiter dans les prochains mois. Ouais. Et qu'est-ce que vous proposez, Malakoff Humanis, en face au cabinet ? Est-ce que tu peux me donner peut-être quelques exemples très concrets de choses que les cabinets peuvent mettre en place pour aller traiter l'un ou l'autre de ces points ? On en parlera tout à l'heure un petit peu plus tard, mais je pense que la première chose à faire, c'est d'abord une prise en compte et une comitologie pour traiter tout ça en interne au sein du cabinet. Donc ça va évidemment varier en fonction de la taille des cabinets, mais l'idée c'est déjà une prise de conscience. Donc on sait bien que les entreprises doivent agir, il y a bien une prise de conscience, on sait qu'un peu plus de 80% des dirigeants se disent préoccupés et les résultats de l'enquête doivent aussi faire réagir sur ce sujet. On doit prévenir ces fragilités pour améliorer la performance du cabinet et des collaborateurs
collaborateurs. Donc là-dessus, il faut traiter un par un chaque sujet et ils peuvent être divers et variés selon les entreprises, hein, les cas que tu évoquais précédemment, au-delà du stress, parce que là on parle grignotage, café, tabac, mais on a évidemment des addictions qui sont nettement plus importantes et là du coup, voir comment on les traite en interne ou avec l'aide de l'externe pour justement craquer le sujet. Ok. Il y a une solution qui est intéressante, par exemple, c'est Mon Bilan Cardio. Tu veux m'en dire 2 mots ? Oui, Mon Bilan Cardio, avec à venir aussi bientôt, très prochainement, Mon Bilan Cancer. L'idée est une prise en compte individuelle de chacun pour se dire je prends le temps de faire le bilan, cardio ou cancer, pour dire là où j'en suis, comment je peux agir et comment je peux, à un moment donné, me prendre en main. Là, il y a une prise en compte individuelle qui est importante. Pour pouvoir agir, et ça commence par évidemment le choix de chacun de se dire je prends le temps de faire ce bilan, alors qu'il soit cardio, qu'il soit cancer, tous les bilans possibles, mais de se dire c'est une prise en compte et c'est bien une démarche individuelle. Donc mon bilan cardio sera bien présent et sera bien ouvert à tous les membres du CEG, qu'ils soient clients ou pas d'ailleurs. D'accord, ok, super intéressant. Un exemple concret d'une action à mettre en place pour prendre soin de sa santé. Le deuxième point, donc on l'a vu, c'est une population qui est fortement engagée, ça a un impact sur sa santé, mais pour autant, elle ne prend pas forcément grand soin d'elle, cette profession. On a 51% des répondants qui disent souffrir de douleurs physiques liées à leur poste de travail dans notre enquête. Ça, c'est quand même assez important. C'est effectivement un métier sédentaire, hein, un métier de bureau comme on en fait tant, mais ça a des implications. Et pour autant, 78% n'ont jamais eu recours à un professionnel de santé pour une question liée au travail. Alors par professionnel de santé, c'était médecin ou psychologue, etc. Mais il y a quand même une grande majorité des répondants qui n'ont pas recours. Et on voit aussi au niveau des arrêts de travail qu'on est en dessous des moyennes nationales. On est à 20% d'arrêts de travail sur les 12 derniers mois glissants. Or, grossesse et dents de sagesse, on a annulé un peu ces composantes-là qui ne comptent pas, alors qu'aux moyennes nationales, on est plutôt aux alentours de 34%. Et dernière chose, le niveau d'absentéisme dans les cabinets est assez bas. Il est estimé à 2,62 sur 10. Donc vraiment, on se rend compte que les équipes sont là, elles sont engagées, elles sont au travail. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'un engagement fort ou un tabou autour du recours aux soins, la peur de faire peser sur ses collègues si on a un arrêt de travail, la charge de travail en conséquence. Voilà, on sent que là il y a un sujet. Je voulais savoir toi ce que tu en pensais de ce point. Alors, le fait qu'on ait un niveau d'absentéisme en effet relativement bas dans la profession ne veut pas dire que tout va bien, hein. Je vous invite à découvrir d'ailleurs, on a 10 ans d'expertise sur la santé et sur l'absentéisme, hein, donc sur le comptoir de la nouvelle entreprise, on fera passer le lien évidemment, qui permet justement de voir et de comparer, de benchmarker entre guillemets la profession versus les autres. Donc un sujet d'absentéisme bas, ça peut en effet cacher d'autres sujets. Sur le sujet de sédentarité que tu évoquais, ce qui est important, c'est évidemment de faire bouger une profession qui par nature est plutôt sédentaire. Donc là, on a des idées, on a des solutions, on a essayé de le faire. D'ailleurs, on l'a réussi l'année dernière en faisant bouger la profession, en faisant un challenge intercabinet avec un des syndicats de la profession, et avec plutôt des résultats qui étaient originaux. Alors évidemment, les grands sportifs, parce qu'il y en a dans la profession, les marathoniens ou autres, on n'avait pas besoin de les faire bouger, mais en tout état de cause, ceux qui nous disaient je ne veux pas ou je ne peux pas ou je n'arrive plus à bouger, on a réussi à les stimuler et à les faire bouger. Donc attention aussi à tous ces signaux, dits signaux cachés sous les chiffres. Hein, le fait qu'il y ait un niveau d'absentéisme relativement bas peut en effet aussi cacher d'autres sujets. Oui, tout à fait. Il y a aussi une troisième grande conclusion qui sort de ce baromètre, des postes qui sont un peu sous haute tension. Nous, on l'a un peu vu comme ça. Je désigne par là les chefs de mission, les managers responsables de bureau et aussi les dirigeants de cabinet, dirigeants et associés de cabinet. Quelques chiffres pour étayer tout ça. Plus de 70% des experts comptables dirigeants et associés disent travailler le soir et le week-end, ce qui est quand même une donnée importante. Au niveau des chefs de mission, 78% d'entre eux ressentent souvent, voire très régulièrement, de la pression liée aux échéances. C'est le plus haut taux, c'est vraiment le poste qui ressent le plus de pression dans nos analyses.
Qu'est-ce que tu penses, toi, de de ce sujet spécifique des managers, des gens qui, tu vois, ont charge des équipes et en même temps de l'activité? Comment est-ce qu'on peut analyser ces données et améliorer les choses pour qu'ils aient un meilleur équilibre vie pro, vie perso? Alors là, la frontière entre vie pro et vie perso devient de plus en plus poreuse. Et ce qu'on laissait avant, entre guillemets, sur le paillasson de l'entreprise en disant dès qu'on rentre dans l'entreprise, on laisse nos problèmes perso, est désormais un peu terminé. On traite les choses différemment. Et d'ailleurs, les entreprises agissent. Et il y a bien une prise de conscience sur ce sujet, une volonté d'être accompagné. Et il y a une préoccupation de l'ensemble des dirigeants et en particulier des experts comptables sur le sujet. Nous, le souhait, c'est de se dire comment, là aussi, on traite. Donc, comment on traite le sujet? Eh bien, on a parlé tout à l'heure de burn-out, de sédentarité. On voit bien qu'il y a différentes origines. Par contre, ça touche tout le monde. Ça touche des juniors, ça touche des seniors, ça touche des hommes, des femmes, ça touche des managers et des dirigeants. On a d'ailleurs là-dessus un partenariat avec EM Lyon sur la santé mentale du dirigeant. L'idée étant là aussi de voir comment on accompagne, comment on vient déceler au plus tôt pour accompagner les managers, et en l'occurrence plus particulièrement les dirigeants d'entreprise. Donc là, on a des travaux qui ont déjà été faits sur la fragilité et sur les danses en particulier. Je prends cet exemple-là puisque quand on est en stress perso, entre guillemets, alors soit avec un enfant, soit avec un parent, tout d'un coup, on va devenir aidant. Et du coup, la question, c'est comment on vient conjuguer l'aidance avec sa vie pro et sa vie perso. Donc là, on a des solutions avec des guides, avec des savoir à quelle porte, entre guillemets, quelle première porte, entre guillemets, sonner pour accompagner à la fois l'entreprise et le salarié dans des situations qui sont généralement nouvelles pour le salarié et qu'on a du mal à imaginer qu'elles se passent bien pour allier vie pro et vie perso. Ok. C'est super intéressant, effectivement, cette imprégnation du pro sur le perso qui peut créer un stress qui n'existait pas forcément au travail, mais qui vient du coup compresser le temps de travail ou la charge mentale liée au travail de manière un peu forte. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, quand on pose la question, que ce soit aux dirigeants d'entreprise ou aux salariés concernés, ils ne gardent pas le sujet pour eux parce qu'ils se rendent bien compte que c'est compliqué à gérer. Ils nous disent on souhaite être accompagné, on est légitime à aller demander de l'aide sur ces sujets-là. Hyper intéressant. Une quatrième grande conclusion de notre baromètre, c'est qu'il y a quand même des disparités par taille de cabinet. J'entends par là notamment qu'on a repéré dans nos analyses que parmi les cabinets de 50 à 100 salariés, on rencontrait des résultats assez encourageants en termes de santé au travail, que ce soit sur la santé physique et psychologique des salariés, qui est plus élevée qu'ailleurs. Aussi au niveau des mesures pour permettre aux salariés de faire du sport sur leur temps de pause. Et puis aussi au niveau, parce qu'on en parle dans le baromètre, de l'alimentation, de l'offre alimentation, restauration, qui est plus satisfaisante que dans les autres cabinets. L'analyse qu'on en fait, c'est qu'en passant peut-être de petits à grands cabinets, cette fourchette de 50 à 100 salariés, avec cette fourchette, ces cabinets ont été certainement poussés à se structurer et à adopter des mesures de fidélisation RH qui ont rejailli de manière positive sur la qualité de vie au travail. Et c'est tant mieux. On imagine par exemple que quand on passe de 20 à 50 personnes ou à 70 personnes, il faut peut-être déménager de bureau et du coup aménager les choses en conséquence. C'est l'occasion de repenser un petit peu les habitudes et les infrastructures et les offres qu'on va faire aux salariés pour qu'ils se sentent bien au travail. Donc là-dessus, plutôt des résultats encourageants sur cette tranche de cabinet. En revanche, dans les plus grands cabinets, ceux de plus de 200 salariés, il y a une certaine, quelques signaux d'alerte que nous on repère et qui méritent d'accroître la vigilance sur le sujet de la santé au travail. 28% notamment des salariés dans les grands cabinets de plus de 200 salariés, 28% des répondants disent ne pas y avoir de soutien ni de leurs collègues ni de leur hiérarchie. C'est le plus fort taux dans notre panel de répondants qui se plaignent de ça, donc un manque de soutien. Et 82% pensent souvent au travail la nuit. On se souvient que c'était 71% sur l'ensemble des cabinets. Dans les cabinets de plus de 200, on passe à 82%. Donc il y a quand même un sujet, il y a d'autres stats qui corroborent ça dans notre étude, mais sur les très grands cabinets où manifestement la santé au travail est peut-être un peu moins intégrée. C'est nous ce qu'on repère, c'est un pressentiment qu'on a et je voulais savoir comment tu analysais ça de ton côté.
Alors ça, c'est plutôt une singularité de la profession, puisque si nous on regarde par rapport à nos autres études dites grand angle, c'est-à-dire sans focus sur une profession bien spécifique, on a plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a plutôt les grandes entreprises, les ETI qui ont pris le sujet vraiment à bras-le-corps en ayant la volonté d'agir et qu'il y a bien de prise de conscience. Là, ce qui est en effet, alors il faudrait faire peut-être creuser un petit peu plus entre les petits cabinets et les plus de 200, comme tu l'indiques. Est-ce qu'ils ont grossi très vite? Est-ce qu'ils ont pris le temps, en effet, de se poser ces questions-là? Est-ce qu'il y a bien l'engagement des dirigeants et la préoccupation sur ces sujets-là? C'est toutes les questions à se poser. Alors ça, on va le creuser ensemble, évidemment, hein. Mais en effet, dans nos études, ça montre plutôt l'inverse. On a plutôt des grandes entreprises qui ont pris en charge le sujet et qui le traitent, avec les comitologies qui vont avec. On a plutôt des TPE, PME qui sont, entre guillemets, dans le cœur de leur activité et qui n'ont pas encore, en tout cas pour toutes, pris ce sujet à cœur. On peut imaginer aussi côté petit cabinet, avec un climat qui est social plus fort, avec des gens qui se connaissent plus. On a aussi une particularité de la profession, c'est que tout le monde est à peu près présent au moins sur le même site, et ça permet aussi éventuellement de voir des alertes sur certains de collègues. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, un climat social qui est plus positif souvent. Et enfin, la dernière grande conclusion de ce baromètre, il y a plein d'autres choses qu'on y dit, mais là, on fait vraiment dans ce podcast ressortir les conclusions majeures, hein. La dernière grande conclusion, c'est que le facteur essentiel pour une meilleure santé au travail dans les cabinets, selon les répondants qu'on a sondés, c'est la bonne organisation du cabinet. C'est assez étonnant parce que donc par là, on entend l'organisation, l'autonomie, le rythme et la charge de travail. Si ça, c'est bien adressé par le cabinet, eh bien, ce sera le premier facteur d'une amélioration de la santé au travail. Avant les actions, j'ai envie de dire, secondaires, que pourrait être, tu vois, l'intégration de mesures particulières sur le sport, l'alimentation, le sommeil, etc., etc. Donc c'est intéressant quand même de se rendre compte que, et là je plaide pour la paroisse du CEG, mais tout ce qu'on met en place pour aider les cabinets à mieux s'organiser et à mieux produire et à créer un rythme de travail plus organisé, eh bien va servir directement la santé des équipes et leur bien-être. Donc ça c'était notre point conclusion un peu marquant aussi du baromètre. Je voulais savoir ce que ça pouvait évoquer, ce point. Non, alors sur l'organisation, nous, on est plutôt à se dire que la première chose importante à faire, c'est la prise de conscience. C'est de se dire qu'en effet, dans l'organisation, on peut avoir une bonne organisation, on peut avoir toute cette prise de conscience-là sur les fragilités et améliorer et contribuer à la bonne performance de l'entreprise. Donc sur la partie organisation, je partage exactement ce que tu viens de dire. Nous, on est surtout, en effet, sur dire la prise de conscience est importante et de se dire, en effet, on va mettre en place la comitologie pour écouter, pour prendre le temps d'accueillir entre guillemets ces problèmes et de se dire on prend le temps de les traiter tous ensemble. Ok. Donc est-ce que maintenant qu'on a vu un peu les grandes conclusions du baromètre, tu peux nous dire quelques initiatives clés qui fonctionnent là auxquelles tu penses tout de suite qui pourraient répondre à ces enjeux qu'on vient de citer? Alors pas forcément que est-ce qu'il y a des actions là que tu pourrais nous donner assez concrètement? Alors, les actions concrètes, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre de la solidarité, on a fait bouger la profession l'an dernier. On va refaire bouger cette année la profession en multipliant les challenges et en essayant justement de mesurer encore mieux comment on a pu faire bouger les différentes personnes qui se disaient plutôt complètement sédentaires et qui tout d'un coup nous disent j'ai plutôt pris l'escalier que de prendre l'ascenseur. Ça commence par là. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est surtout un déclic avec la profession, avec l'ensemble des équipes. Donc les leviers d'action, on les a, et l'idée, c'est comme on le disait tout à l'heure, en introduction, c'est de prendre chaque point, en particulier sur le sommeil, qui est un sujet qui est important, sur lequel, désormais, on a une problématique sur le sommeil. Comment et quelles solutions concrètes on va mettre en place? Là-dessus, on en avait par le passé, qu'on est en train de rafraîchir et de remettre au goût du jour, mais on a des solutions sur ces sujets-là pour dire, un problème, une solution, un cas concret. Ok. Et alors, si un dirigeant de cabinet nous écoute, il dit ok, je commence par quoi je crois qu'il y a une solution qui est assez intéressante, c'est l'autodiagnostic santé-travail. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Exactement. Il y a
il y a une solution maison qui existe, qui s'appelle Autodiag Santé Travail, où on vient checker l'ensemble des obligations sociales en moins d'1 heure. On vient checker l'ensemble des obligations sociales. Ça permet de répondre aux obligations en matière de risque professionnel, avec cet outil d'auto-d'évaluation qui est simple, qui est rapide et qui a été pensé pour vous, entre guillemets, pour vous les dirigeants, pour se dire qu'en un temps encore, on a cette note globale de conformité par thématique sur l'organisation de la santé et de la sécurité au travail, sur l'évaluation des risques, sur de la formation et de l'information des salariés sur les risques, sur la conformité des locaux, des équipements, sur le suivi médical des salariés et sur l'organisation des secours et encore d'autres thématiques. Mais l'idée avec cet autodiag, c'est le fait de le faire posément dans le cadre de chaque cabinet et de se dire je prends le temps de faire cet autodiag et après je verrai comment je traite les problèmes à part. Super intéressant. Et demain, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce sujet on va vers une amélioration, on va vers une aggravation. Comment est-ce que tu penses que ça va bouger ce sujet de la santé dans les cabinets ? On l'a dit en introduction, on voit bien qu'il y a des thématiques qui sont propres à l'ensemble des secteurs, mais si on revient sur le focus profession expert comptable, on a parlé d'anxiété, on a parlé de burn-out, on a parlé d'aidance, on a parlé d'addiction. Bref, on se rend bien compte que tout le monde vit un jour au moins une situation personnelle ça vient percuter sa vie professionnelle. Donc ça touche tout le monde et on se doit de le traiter et de trouver des solutions. Donc ça passe par une prise en compte. Et la prise en compte, c'est d'être en capacité de mettre tout le monde autour de la table. Quand on dit tout le monde, c'est laisser aussi la parole à tout le monde. C'est-à-dire que la personne auquel on n'avait pas forcément pensé, mais qui est concernée par ce type de situation, c'est comment on va venir l'aider et quelles solutions très concrètes on les met en place. Donc c'est transparence, équité, écoute, reconnaissance, tous ces mots qui à un moment donné doivent derrière aussi avoir des solutions concrètes pour dire on vous a écouté, on vous a entendu et voilà ce qu'on vous propose désormais pour que la performance de l'entreprise, puisque c'est ce qui est aussi au final derrière mesuré, ne soit pas trop perturbé par de toute façon ces sujets qu'on ne peut plus ignorer. C'est clair, on ne peut plus les ignorer. C'est aussi bien évidemment un sujet RH, parce qu'on sait que la profession a des difficultés sur son recrutement et aussi sur sa fidélisation. Donc quand on traite de ce sujet de la santé au travail, quand on cherche à l'améliorer, de facto, on améliore aussi son attractivité RH et la fidélisation de ses salariés. Donc c'est vraiment un sujet essentiel. On s'approche de la fin de cet échange. Est-ce que tu veux nous donner un mot de la fin, François, avant qu'on se quitte ? On va inviter nos auditeurs à bien évidemment se plonger dans ce baromètre plus en détail, mais avant qu'on se quitte, est-ce que pour toi tu avais un mot de la fin que tu voulais nous partager ? Non, je voudrais dire que on voit bien que la profession évolue vite dans tous ses aspects et sur ces sujets-là, on voit qu'aussi la profession sait prendre le temps de poser ce sujet-là. Donc on va probablement parler un peu plus de culture d'entreprise dans les prochains mois ou dans les prochaines années, orienté sur ces sujets-là, mais on parle bien de sensibilisation, de formation, le fait d'impliquer l'ensemble des collaborateurs et une prise de conscience. Ça passe forcément par une prise de conscience du dirigeant et que ça ruisselle jusqu'en bas, mais pour dire voilà, la question c'est pas maintenant, c'est pas de faire, mais c'est la question du comment. Et là-dessus, on a en tout cas, en toute humilité, des débuts de solutions pour traiter ces sujets-là. Ouais. Et on mettra en descriptif de cet épisode, il y a un contact téléphonique, je crois, dédié aux experts comptables, pour commencer à enclencher des actions concrètes avec Malakoff Humanis. Donc on mettra ça dans les ressources de l'épisode, dans le descriptif. C'est bien ça ? Très bien, c'est bien ça. Ok, merci beaucoup François pour tout le travail qu'on a fait ensemble et puis pour le travail qu'on va faire ensemble. C'est super intéressant et on est ravis de lancer cette aventure avec vous. Et nous aussi, ravis d'accompagner la profession. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous invite à aller consulter ce baromètre. On a une version résumée et une version plus complète pour vous plonger dans toutes ces analyses. Et merci François, je te dis à très bientôt. Merci Marine, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!